Bonjour Marguerite. Bonjour Astrid. Bienvenue dans le podcast Business de Meuf. Alors avant de commencer, je vais remercier Inès qui a contribué à la réalisation de ce podcast. Donc merci Inès. Nous t'embrassons. Oui, moi aussi. Oui. Très fort. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Bonjour Marguerite, merci d'être là aujourd'hui. Merci de participer au podcast. Merci, c'est un honneur, ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ta société Makeshade Studio. Donc c'est un studio, un label de podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, bien sûr. Donc effectivement, Makeshade Studio, c'est un label et un studio de podcast santé. La mission qu'on s'est donnée, c'est vraiment de donner une voix à tous les acteurs de santé. Et pour ça, on a des créations originales notamment qui parlent de santé. On a Endométriose Mon Amour, qui est un podcast sur l'endométriose, qui est animé par Marie-Rose Gallès, qui est patiente experte et qui a écrit 2 livres sur le sujet et qui en prépare un 3e. Et donc, elle raconte un peu différents aspects de cette maladie sur un ton généralement assez humoristique, particulièrement appréciable. Je vous invite à écouter les épisodes. Il y a aussi le journal d'une infirmière, qui est le journal de bord de Flavie, qui est infirmière en réanimation à la Salpêtrière, qui livre son journal. Donc la première saison, on l'a sortie pendant le confinement et ça raconte un peu l'arrivée du Covid à l'hôpital de la Pitié, qui est le plus grand hôpital d'Europe, comment ils se sont adaptés, etc. La 2e saison parle de ses souvenirs. On a voulu prendre un ton un petit peu plus, un petit peu moins sur l'actualité. Et donc elle raconte pas mal d'épisodes qui sont arrivés avec ses patients, etc. ou quand elle était étudiante infirmière. Et on a aussi Cheminement, qui est un podcast de témoignages. Et c'est des femmes qui se confient sur une pathologie, qui racontent leur combat avec une maladie. Et donc, on fait aussi des podcasts en marque blanche pour des acteurs de santé. D'accord. Donc, comment a commencé l'aventure Makeshade Studio ? Tu me disais que ça avait commencé parce que tu t'intéressais beaucoup au secteur de la santé, notamment à travers tes stages. Comment ça s'est goupillé tout ça avec ton ancien métier aussi dans la radio ? Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Alors, c'est vrai qu'à titre personnel, je m'intéressais à la santé de loin, parce que je suis pas du tout scientifique, j'ai pas fait des études vraiment en fonction, mais c'était un secteur qui m'attirait, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était technologie et santé cumulée, donc tout ce qu'on appelle health tech en fait. Par exemple, pour les diabétiques, il y a des dispositifs médicaux connectés qui permettent un suivi des patients. Donc tout ça, c'est des choses qui me fascinaient. Et Makeshade, ça a commencé en fait quand je cherchais un sujet pour un article, parce que j'écrivais des articles santé, et j'ai rencontré mon associée sur un salon. Et donc j'ai proposé de l'interviewer, puisque elle, donc c'est Anka Pétré, qui avait fait notamment un TEDx sur la blockchain. Elle a une société de conseil sur tout ce qui est technologie de pointe, etc. dans la santé. Et puis à la fin de l'interview, on a commencé à parler. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait faire des podcasts. Donc c'est comme ça qu'on a créé Makeshade Podcast, qui était en fait à l'origine des interviews de femmes qui travaillaient dans le secteur de la santé. Donc il y avait une première partie vraiment très interview, essayer de comprendre leur parcours, leur motivation, etc. Puis dans une deuxième partie, on avait chacune une chronique. Donc moi j'avais la chronique sexualité et vie intime, et Anka avec la chronique pathologie. Donc l'idée c'était de décrypter aussi différents sujets. Je sais pas, parler de la pilule du lendemain, parler de la sextech, ce genre de choses. Et puis en fait, on a arrêté ce concept pendant le confinement, puisque l'idée c'était vraiment de faire des rencontres, donc de rencontrer les invités en vrai. Et c'était pas forcément quelque chose qu'on voulait faire à distance. Donc voilà, et c'est comme ça que c'est né il y a 2 ans quasiment maintenant. D'accord. Moi, je peux comprendre le fait de vouloir faire des interviews en face à face. C'est vraiment plus chaleureux et je trouve ça important aussi de pouvoir avoir la personne en face. Ouais. C'est comme ça qu'on crée du lien, quoi. Ouais, mais c'est de là aussi qu'on voit que le podcast, ça fonctionne très bien aussi parce que c'est fédérateur, parce qu'on arrive à rencontrer du monde, parce que voilà, c'est un monde qui est assez accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on peut voir que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet-là et que ce que tu me disais aussi, c'est que ça a apporté une lumière aussi par rapport au secteur de la santé, parce que des personnes
qui s'intéressaient pas forcément à la santé s'y intéressent aujourd'hui. Et c'est vrai que de donner un peu de lumière à ce secteur d'activité-là, c'est vraiment pas mal, notamment pour les professionnels de santé, mais pour les personnes aussi, les patients et les personnes aussi qui souhaitent en savoir un petit peu plus par rapport à leur pathologie, à déconstruire un peu certains mythes qu'on a tous les jours régulièrement par rapport à notre bien-être, au fait d'écouter son corps. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant que vous ayez décidé de lancer ce concept et d'accompagner les personnes dans le secteur de la santé. Et vous accompagnez comment justement à la construction du podcast? Donc, vous faites des marques blanches, vous construisez des concepts de podcast? En fait, on intervient sur pas mal de sujets. En fait, on propose un accompagnement de A à Z. Alors, parfois, on a des clients qui veulent simplement tester le podcast parce qu'ils en ont entendu parler ou qu'ils en écoutent à titre personnel. Parfois, ils ont déjà des idées, ils ont déjà un peu tout de construit. Donc, on va les accompagner vraiment dans l'application pratique, comme on fait, rédiger un conducteur, trouver des animateurs, trouver des voix off, créer des jingles, un habillage sonore, etc. Et c'est génial parce que ça nous permet de travailler sur pas mal de sujets. Bon, je vais pas faire de teasing, mais on travaille sur plein de projets en ce moment que j'espère pouvoir partager un peu plus tard. En fait, ça peut prendre des formes tellement différentes, le podcast de la santé, que c'est super de travailler sur ces sujets-là, quoi. Un sujet peut être adapté de différentes manières. En fait, il n'y a pas forcément une manière de présenter un podcast. Il y a le format interview, il y a le format solo, il y a le format aussi, on va plus mettre un habillage sonore, une ambiance sonore pour vraiment intégrer ça. Enfin, avoir l'impression qu'on est en train d'accompagner le protagoniste tous les jours dans son activité. Donc, c'est là aussi que l'aspect créatif est assez important pour la création de podcast. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir accompagner sur ce concept-là, parce que quand on démarre un podcast, c'est un monde un petit peu à part, entre guillemets, et c'est vraiment bien de pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Du coup, comment vous avez commencé l'activité? Vous vous êtes fait accompagner, vous avez commencé en solo, vous avez commencé par le podcast et ensuite vous avez enchaîné sur le studio. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts? Ouais, carrément. Alors, au début, on a vraiment voulu commencer à créer la communauté, en fait. On a vraiment créé le podcast pour ça. On voulait, en fait, pouvoir montrer du contenu de qualité déjà aux auditeurs. Et puis, même, juste avant de créer la société, on trouvait ça intéressant de pouvoir dire à nos clients, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, en fait, assez rapidement, on a été connus comme le podcast associé femmes et santé, parce que pas spécialement parce que les hommes sont pas bienvenus, mais c'était quelque chose qu'on pouvait porter facilement en tant que femme. Et puis c'est vrai que la santé des femmes, il y a pas mal de sujets de maladies, par exemple l'endométriose, qui sont encore méconnus du grand public. Il y a des errances de diagnostic hyper longues pour ces maladies-là. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir communiquer, de pouvoir fournir des contenus de qualité et dans une démarche très pédagogique. Ce qu'on avait remarqué aussi, et surtout moi, parce que encore, mon associée, elle est pharmacienne de formation, donc c'est un secteur qu'elle connaît. Moi, je trouvais que la formation était difficilement accessible et compréhensible pour, entre guillemets, le commun des mortels quand on n'avait pas fait d'études scientifiques au préalable. Donc l'idée, c'était de pouvoir fournir des contenus très pédagogiques, en fait. D'accord. Vous avez commencé déjà par créer une communauté. Ensuite, vous avez créé la société. Et maintenant, vous accompagnez les personnes sur ça. Mais dans tout l'enchaînement qu'il y a eu, est-ce que vous êtes fait accompagner, vous êtes fait coacher ou Non, alors j'ai beaucoup de chance d'avoir une associée qui avait déjà créé sa société auparavant. Donc elle a des super bons réflexes. Finalement, on est hyper complémentaires parce que moi, je suis plus la créative dans le duo parce que j'ai fait 10 ans de radio, que j'avais déjà de l'expérience dans les médias, mais aussi dans le marketing digital. Moi, je suis spécialisée par ailleurs en SEO et content marketing. Et elle, scientifique, entrepreneur. Donc, en fait, tous les trucs que je sais pas faire, elle sait, et inversement. Donc en fait, vous êtes très complémentaires, pour pas dire que c'est vraiment le combo gagnant, quoi. Et je pense que quand on veut créer sa société, en fait, il faut chercher un associé qui soit complémentaire. Non pas que ça puisse pas marcher autrement, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment facile de cette façon. Il y a un équilibre qui se crée aussi sur les missions. Naturellement, moi je vais vouloir intervenir sur des sujets où Anka va pas forcément être hyper à l'aise, et inversement. Et je pense que c'est le
le plus dur d'ailleurs de trouver le bon associé, les bonnes personnes. Ça c'est une quête, ça c'est une grande quête de pouvoir trouver quelqu'un qui soit complémentaire, parce que oui, finalement, le podcast ça apporte pas mal de sujets, notamment tout ce qui est rédactionnel aussi, pour compléter un petit peu les sujets qui sont traités dans le podcast. Donc ouais, effectivement, ça peut apporter un certain équilibre d'avoir les deux. Donc, dans tous les cas, une association, c'est très bien, mais c'est juste qu'il faut trouver le bon associé. Donc, ça, c'est un peu mais ça, c'est vrai que c'est le plus dur. Et pour le coup, j'ai eu de la chance. Je pense qu'il faut qu'il y ait une complicité aussi à l'origine. Non pas être amis dès le début, parce que ça fonctionne pas forcément, mais que, je sais pas, qu'il y ait une sorte de... Tu parlais de petits coups de foudre de temps en temps qu'on peut avoir avec certains invités. Là, c'est un petit peu la même chose. Oui, après, le sujet de trouver son... Enfin, pour trouver un associé, il y a pas mal de choses à penser. Mais notamment, je pense que déjà, pour commencer et pour réfléchir à trouver un associé, c'est déjà de bien déterminer qui fait quoi. Et à quel moment il intervient, etc. Donc ça, c'est déjà le premier réflexe à avoir, et de pas trop se marcher sur les pieds, et de pas trop se cannibaliser au niveau des missions. Donc c'est vraiment là où faut avoir le premier réflexe. Après, il y a différents types de partenariats qui existent, mais ça, si vous voulez, je pourrais vous en parler dans un autre podcast, parce que c'est un sujet très très vaste et très intéressant. Oui, très intéressant, qu'on a l'habitude de me demander. Et du coup, ouais, il y a pas mal de choses à voir sur les associés. Mais si vous avez déjà eu un coup de foudre, moi, je te dis félicitations pour cette union qui m'a l'air de fonctionner. Faut pas chercher, des fois, c'est évident. Hein. C'est comme le nez au milieu de la figure. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc, d'avoir trouvé un associé, ça vous a un petit peu complété. Le fait qu'elle ait monté une première société aussi, ça t'a aidé aussi à te sécuriser, je pense, parce que je pense que tu n'avais pas entrepris avant. J'avais créé un site d'affiliate marketing avec ma grande sœur qui s'appelle Anything Blue, et donc c'était une société. Enfin, j'avais déjà essayé quelques trucs. Ouais. On avait créé la société, etc. Mais bon, déjà j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais pas forcément tout compris. Puis c'était un site internet, donc c'est vraiment pas la même chose que de faire du conseil. Mais oui, effectivement, j'avais pas forcément un profil d'entrepreneuse. J'en avais envie. Je pense que j'ai peut-être un peu une âme d'entrepreneuse, mais ça a été super de pouvoir trouver quelqu'un qui savait en fait quoi faire. Mais en y repensant, en fait, c'est pas que ce soit facile, mais je trouve que parfois on nous vend un peu l'image de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse comme quelque chose de beau, de simple. En fait, non. Enfin, la réalité, c'est que c'est pas ça. Il y a quand même un peu de risque, il y a beaucoup de travail. Enfin, voilà. C'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Non, mais pas du tout. Et c'est très bien que tu puisses relever ça, parce que en fait, on a une image, oui, effectivement, quand on voit les médias, quand on voit les histoires qui sont racontées, il y a beaucoup de storytelling et de success story. Mais en fait, je trouve qu'on arrive vraiment à la fin, en fait, quand il y a la partie un petit peu éclosion du petit poussin, en fait, et on parle pas de cet aspect gestation, de réflexion, de galère. Voilà, de petits rebondissements qu'il y a. Et c'est vrai qu'on a un discours un petit peu édulcoré du monde de l'entrepreneuriat. Et je tiens à vous rassurer que c'est pas un long fleuve tranquille, et qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, et qu'il faut être vraiment outillé, avoir un bon mindset pour se lancer. Et je pense que c'est bien aussi d'être super bien entouré. Ça, c'est déjà la base pour se lancer. Donc ça, c'est vraiment très bien, enfin, d'avoir cet aspect-là, et d'être vraiment honnête avec le fait que ce soit pas facile tous les jours, quoi. Ça, c'est pas vraiment un sujet qui est vraiment abordé, mais voilà, c'est un sujet aussi que je souhaiterais aborder dans les prochains épisodes. Non, mais t'as raison. Mais il y a même beaucoup d'idées qu'on se fait, par exemple, je vais créer ma société, je vais faire un business plan. Non, en réalité, pas besoin de faire un business plan. Un business plan, il viendra le jour où il faudra trouver d'autres actionnaires, etc., où il y aura des levées de fonds, des choses comme ça. En revanche, il y a plein d'autres choses à faire avant le business plan, quoi. Ah oui, mais en fait, je pense qu'il y a une partie développement personnel, une partie travail sur soi, sur ce qu'on a envie, sur son mode de vie, le mode de vie qu'on veut avoir aussi. Parce que des fois, on a des projets qui sont complètement en décalage avec le mode de vie qu'on souhaite, et des fois ça matche pas à ce niveau-là. Donc déjà il y a un gros travail personnel à faire. C'est ça ça existe, des bilans de compétences, même de prendre des années off et de faire autre chose, hein. Des fois ça aide à éclaircir les idées, et après de repartir avec un business plan, un plan détaillé de ce qu'on veut. Voilà, si on a identifié qu'on voulait des actionnaires, etc. Donc ça peut être pas mal. Mais oui, mais je pense que on néglige un petit peu cette partie où on doit réfléchir sur ce qu'on a envie de faire.
Et je pense que des fois, ça nous tombe dessus, hein, donc faut pas chercher. Donc du coup, t'as travaillé, dans la radio, dans la santé. Ensuite, t'as lancé ta société de podcast. Ensuite, tu fais de l'accompagnement au podcast maintenant. Qu'est-ce que tu envisages par la suite avec Milkshake Studio? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, par exemple, qui a envie de lancer un studio de podcast? Est-ce que ça engendre des frais quotidiens? Comment on s'organise? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe dans les coulisses? Ouais, carrément. Alors, sur Milkshake Studio, là, ce qu'on a lancé, c'est le site Podcast Santé. Ça, en fait, le but, c'est à la fois de référencer tous les podcasts santé qui existent, mais aussi de fédérer une communauté de podcasteurs, de pouvoir justement, pour toutes les personnes qui veulent lancer son podcast dans la santé, de se donner d'échanger sur les bonnes pratiques, de pouvoir aussi faire des cross-interviews chez les podcasteurs. C'est vrai que c'est un bon moyen d'acquisition, de développement de l'audience. Donc tout ça, c'est c'est fournir une plateforme où son podcast va être visible dans tout l'écosystème des podcasts santé, mais aussi filer des billes aux podcasteurs. C'est une communauté qui est accessible à tous, faut s'enregistrer, Ouais, c'est vraiment, le site, c'est podcast-santé.com. Il suffit de nous envoyer, soit nous contacter sur les réseaux sociaux, soit nous envoyer de remplir le formulaire. Et puis on ajoutera le podcast. Et ouais, l'idée en fait, c'est que sur l'essor des podcasts santé, nous on est ravis. On est ravis parce qu'en fait, avant le confinement, il y en avait des podcasts santé, mais c'était plutôt des podcasts fitness ou méditation. Et pendant le confinement, on a vu des médecins qui lançaient leurs propres podcasts, des cardiologues, des chefs de service. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans l'univers des podcasts santé. C'est en plus hyper impressionnant. À titre personnel, quand j'ai vu que y a un cardiologue qui faisait un podcast, en réalité, je pense que à l'heure où je parle, il y en a plus. Je me disais, mais attends, c'est quand même dingue. Le type est médecin, il bosse toute la journée. Moi, j'ai fait de la radio pendant 10 ans, donc je sais à peu près comment ça marche, quel matériel faire, comment je vais faire pour créer la pochette du podcast, comment je vais faire pour héberger. Mais tu te dis, c'est hyper impressionnant que aussi vite ils arrivent à monter en compétence là-dessus. Et en fait, c'est une excellente nouvelle parce que plus il y a de podcasts santé, plus les gens vont réussir à décrypter leur santé. Et puis aussi, il y a énormément de mêmes sujets qui peuvent être abordés très différemment. Par exemple, nous, on a un podcast qui est Endométriose Mon Amour. Marie-Rose Gallès, sa personnalité, c'est que c'est une jeune femme hyper intelligente, mais aussi hyper rigolote, quoi. Elle fait tout le temps des blagues. Enfin, il y a un épisode qui me fait spécialement rire, mais où en gros, elle parle un peu de ce que c'est que d'avoir une endométriose au travail, des remarques qu'elle peut se prendre. Et puis il y a Tiffaine Chailloux qui a créé le podcast Parlons d'endo, où elle fait vraiment des entretiens avec des femmes. C'est hyper différent, ça parle du même sujet, mais en fait, on apprend des choses hyper différentes quand c'est l'angle qui est différent finalement. Ouais, voilà. Et ça fait la richesse aussi des podcasts santé, quoi. Il y a différents angles d'attaque et c'est là aussi qu'il y a une richesse au niveau des formats, au niveau des angles, mais aussi c'est la personnalité qui va faire aussi qu'on va adhérer au plus ou moins à un podcast aussi. C'est complètement la personnalité et ça aussi, je trouve que c'est la force du podcast, c'est que finalement les gens vont t'écouter, même toi par exemple, je suis prête à parier que si on demande à tes auditeurs pourquoi ils t'écoutent, il y aura 90% ce sera pour toi et ta façon que tu as de poser des questions et ta façon d'éclater de rire qui est énorme et qui est hyper sympa et qui fait que tu as créé ce lien avec l'auditeur. Et bon, moi des podcasts j'en écoute des milliers généralement c'est pour la personne qui est derrière que je l'écoute, quoi. Oui, je pense que ça fédère, que ça donne envie, que l'approche aussi est différente et ça dépend aussi de l'expertise et l'expérience de la personne qui se trouve en face. Donc des fois les questions seront tournées autrement et c'est sur différents angles. C'est vraiment un média qui est vraiment très 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 enrichissant et même au niveau des connaissances, tout ce qu'on peut apprendre, même au niveau de la santé, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent à se retrouver dans le discours où on cherche vraiment à vulgariser des termes qui sont techniques et des fois même au niveau de la santé, je trouve que des fois c'est un petit peu expéditif comme secteur où on va assez vite faire un diagnostic, on va pas forcément prendre le temps. Donc là finalement si on écoute quelqu'un qui a déjà eu le même parcours que nous, qui est déjà passé par là et peut-être qu'on peut se reconnaître dedans. Donc je pense que déjà d'utilité
Au niveau des connaissances, c'est très utile. Niveau, je vais chercher de l'information où on peut s'identifier. Je pense que c'est vraiment génial. Donc, merci de mettre en place ce genre d'initiative parce que je pense que ça a aidé déjà beaucoup de personnes à avoir une meilleure vision de la santé. Donc, merci pour ça. Donc, merci. Mais non, mais elle a le gros smile. Non, mais effectivement, l'autre chose aussi, c'est que ça te permet de chercher des informations de manière assez discrète. Un podcast que t'écoutes dans le métro, en fait, personne va savoir ce que t'écoutes versus une vidéo où tout de suite on peut passer sur l'épaule. Donc, on peut chercher et trouver des informations vraiment dans l'intimité. Et c'est ça aussi qui fait la force du podcast. Tu vois, c'est par rapport à la vidéo, mais même par rapport aux articles. Enfin, il y a personne qui saurait ce que t'écoutes vraiment. Ah bah non. Encore heureux qu'on sache pas toujours tout. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer soit dans la conception de podcast ou qui a envie de lancer un studio? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, des choses un petit peu complexes? Alors sur le podcast, moi j'aurais tendance à dire faire un podcast, c'est pas juste parler derrière un micro. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Le but c'est de le publier avant mes 30 ans, mais ça arrivera puisque c'est en octobre. En fait, je me suis dit que je voulais donner des conseils, mais des vrais conseils, quoi. Des conseils applicables, pas de la théorie un peu bullshit, mais des choses que moi j'ai testées, que moi j'ai expérimentées pour pouvoir justement faire un podcast. Oui, mais faire un podcast vraiment de qualité avec un rendu professionnel. Par professionnel, j'entends pas forcément de pouvoir gagner sa vie parce que c'est hyper dur pour les podcasteurs de gagner leur vie, excusez-moi avec ça. Il y a des gens qui le font, notamment Fanny Cohen-Moreau qui est hyper connue pour son podcast Passion médiéviste qui a fait un travail mais incroyable, qui a cofondé Podcastéo, qui avait beaucoup d'actions, et aujourd'hui je pense que c'est l'une des seules personnes limite en France à pouvoir vraiment gagner sa vie avec le podcast. Donc c'est beaucoup de travail. J'aurais tendance à dire, choisissez un sujet dont vous êtes passionné, parce que c'est la passion en fait qui va faire qu'il va y avoir un nombre incalculable d'épisodes. Si vous voulez lancer un podcast pour faire 2 épisodes, ça servira à rien. Dites-vous qu'il y en aura 50 minimum, quoi. La passion, c'est aussi ça qui va permettre de communiquer l'authenticité. Toi, par exemple, quand on t'écoute, on sent que t'es passionné par tes sujets, et c'est ça qui donne envie d'écouter. Et puis après, malheureusement, en fait, enfin la entre guillemets barrière à l'entrée, c'est qu'il faut être capable d'avoir plein de casquettes, capable d'avoir la casquette d'ingénieur son. Alors pas complètement, parce que c'est un métier à part entière et c'est des gens qui sont formés et qui ont 10 ans d'expérience dedans, mais ça va être se renseigner, quel matériel j'achète. Il y a des micros qui sont plus ou moins chers. Ça va être aussi activer les réseaux sociaux, parce qu'en fait, une fois que l'enregistrement est fait, c'est que l'aventure qui commence, l'aventure de la communication. On va dire que c'est, allez, on va dire 20% du travail. Enfin, ouais. Et encore, parce qu'il y a pas de préparation, etc. Mais ouais, la partie com, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Hein. Bah ouais. Et du coup, pour ça, en fait, le fait de pas être expert dans tous les métiers, c'est tout à fait normal. En revanche, il faut pas avoir peur de poser des questions et de se rapprocher des personnes dont c'est le métier. Alors au début, quand on vient de commencer un podcast, on peut pas les rémunérer, ces personnes. J'ai envie de dire, c'est normal, faut pas se sentir coupable. En revanche, c'est vrai que pour un rendu du coup vraiment professionnel, il faut être capable de dire, et puis même pour nous de se dire, cette pochette d'épisode, je suis pas capable de la faire, j'aimerais bien pouvoir rémunérer une graphiste pour pouvoir le faire. Mais bon, ça c'est des choses qui prennent du temps. Après, moi, j'ai pas du tout d'action dans cette société, mais Ocha, moi, c'est le truc qui m'a sauvé la vie. Parce que je cherchais un hébergeur, parce que oui, il y a des moyens d'héberger ces podcasts gratuitement. Alors, sans parler de SoundCloud et tout, mais je me souviens même plus du nom de ce truc. J'étais tombée sur un truc américain et le moment où j'ai trouvé Ocha, alors il y a quand même un abonnement payant, mais enfin ma vie a changé, quoi, parce que c'est vraiment l'outil qui permet aux podcasteurs de développer leur communication aussi. Il y a des petites vignettes avec des vidéos pour les extraits des épisodes, enfin tout, il y a les statistiques, toutes les choses qui sont un peu, je trouve, difficiles et laborieuses au quotidien, Ocha les simplifie. Encore une fois, je n'ai pas d'action. Il n'y a pas d'action là-bas. Non, mais c'est très sincère. Oui. Après, il y a Ocha.
Podcastix, et je me rappelle plus du dernier, mais c'est vraiment, enfin, avoir un hébergeur, vraiment, ça change, ça peut changer la vie, c'est un investissement. Après, voilà, faut se dire aussi que créer un podcast, ça coûte pas zéro forcément. Enfin, bah ouais, faut quand même acheter du matériel ou au moins le louer. Enfin, ça peut se faire aussi, mais il faut bien se mettre dans la tête que y aura forcément des coûts. Sauf si vous voulez faire un podcast avec votre téléphone et malheureusement personne n'écoutera parce que la qualité elle sera pas au top, quoi. Enfin, voilà, mais c'est un investissement à faire et il faut bien le prendre en considération, quoi. Donc ouais, c'est sûr. Enfin, c'est un petit peu d'argent et surtout beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais en tout cas, pour tout ce qui est podcast santé, vous pouvez nous contacter. Et parce que oui, du coup, faut pas hésiter à poser des questions. Il y a pas mal de groupes Facebook. Les podcasteurs sont hyper sympas. Moi, du coup, pour mon livre, j'ai réussi à interviewer des personnes que j'admire énormément, enfin, dont le travail est top. Et en fait, personne m'a dit non. Alors que qui ne me connaissent pas, que je suis personne. Donc, il y a une entraide qui est assez incroyable dans la communauté des podcasteurs. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est agréable. C'est pas du tout un monde fermé, hein. C'est un monde très accueillant où il y a de la place pour tout le monde. Parce que du coup, c'est un média qui est en pleine croissance aussi. Et du coup, il y a plein de sujets qui sont pas encore abordés. Donc, il y a de la place. Donc, venez et faites des podcasts santé. Oui, exactement. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux nous parler d'une prochaine actu que tu as, quelque chose que tu sors? Donc il y a ton livre qui va sortir en octobre. Donc pression, hein, tu t'es engagée. Ouais. Non, en fait j'aimerais qu'il sorte avant, mais effectivement mon livre donc qui sera vraiment sur comment professionnaliser le podcast. La première partie est dédiée au podcast, donc vraiment de la conception de l'idée dans votre tête jusqu'à la mise en pratique. Et la deuxième partie est dédiée au marketing digital. Donc c'est là que vraiment je voulais filer des clés aux podcasteurs qui n'ont pas la connaissance de market que j'ai. Donc sur tout ce qui est surtout référencement naturel, qui est un sujet hyper technique, qui est pas forcément accessible, de donner des clés. Et puis parce que je n'ai pas la science infuse, du coup j'ai décidé de faire des entretiens aussi avec notamment Pénélope Boeuf, Mathieu Stéphanie, Fanny Cohen-Moreau et aussi d'autres. Et voilà, enfin c'est juste un plaisir et j'espère pouvoir le sortir en juin. D'accord, donc on peut retrouver tout. Enfin, je vous relayerai les actualités. Hein. Vous ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les infos par rapport au prochain livre et je vous mettrai aussi les infos pour la page où on peut aussi référencer son podcast santé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi, Marguerite. Merci pour ton podcast parce que quand j'étais tombée dessus, j'avais vu que dans la description, c'est en fait pour toutes les femmes qui sont, je le redis mal, mais en gros toutes les femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat mais qui osent pas sauter le pas. Et je pense que ça, c'est précisément le problème que je rencontre pas mal autour de moi et ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a. Et en fait non, faut pas, parce qu'on est totalement capable de le faire. Ça, on se rend pas compte au départ, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire dessus et au final, je pense que ça nécessite beaucoup de travail, mais finalement, on a une grosse satisfaction quand on voit tout le chemin parcouru et tout ce qu'on peut faire en si peu de temps. Enfin voilà, hein, quand on écoute ton parcours, on voit ce que tu as fait en 2 ans, on se dit quand même, il y a eu du taf derrière et en fait, ça fait plaisir et ça montre que tout le monde peut se lancer tant qu'on a l'envie, la niaque et qu'on est bien accompagné surtout. Donc moi j'étais aussi ravie de t'avoir, pétillante, très belle personnalité, donc vraiment c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je vous raconterai un petit peu dans les coulisses qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ce matin. Ah oui, grosse actu, et félicitations à toi pour ton sang-froid parce que franchement c'est une leçon de vie de podcasteur. Mais tu pourras le mettre dans ton livre, toujours s'occuper. J'y ai pensé, figure-toi. Des piles, une carte SD et voilà, et garder son sang-froid, le mindset, la petite anecdote qui m'est arrivée, voilà, il y a pas de souci. Pour ton livre, ce sera parfait. Merci beaucoup, Marguerite. Et puis, merci. Tu reviens dans le podcast quand tu veux. Super. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser votre avis pour nous dire ce que vous avez pensé sur les plateformes d'écoute, sur Apple et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Merci. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.